Et si vous pouviez entrer dans les coulisses des leaders? Je suis Mireille, coach certifiée pour dirigeants d'entreprise et fondatrice de Coach.me. Depuis toute petite, j'écoute les histoires de celles et ceux qui osent entreprendre, diriger, chuter et se relever. Dans ce podcast, je vous invite à découvrir l'envers du décor, des conversations vraies, intimes, avec des leaders audacieux. Parfois, je vous partagerai ma vision de coach, des astuces concrètes, des révélations vécues lors de mes accompagnements pour inspirer votre propre leadership. Quelles sont les plus grandes difficultés des dirigeants? Quels sont leurs secrets de réussite? En quoi leur histoire a-t-elle façonné les dirigeants qu'ils sont aujourd'hui? Bienvenue dans Leader en coulisses. Aujourd'hui, je reçois Franck Petetin, équicoach et expert en équitation éthologique. L'équitation éthologique, c'est une approche du cheval basée sur la compréhension de son comportement naturel. Elle repose sur la connaissance des codes du cheval, de ses modes de communication, de ses instincts. L'objectif, créer une relation de confiance, de respect et de coopération, sans rapport de force, en parlant cheval plutôt qu'en imposant humain. Dans cet épisode, il nous partage des situations puissantes et concrètes vécues entre ces chevaux et les hommes qui trouvent un écho saisissant dans leur quotidien de dirigeant. On parle de posture, de communication non verbale, de cohérence intérieure, mais aussi de l'impact de nos émotions sur les autres, qu'il s'agisse d'un cheval ou d'une équipe. À travers ces anecdotes, Franck nous offre une lecture fine et percutante du leadership, sans jamais donner de leçons, simplement en nous montrant à quel point le cheval est un miroir de nous-mêmes. Et restez bien jusqu'à la fin, car Franck se prête au jeu d'un petit exercice de coaching où il se retrouve challengé dans sa posture de dirigeant pour faire évoluer son développement business. Un échange à la fois inspirant, déroutant et profondément éclairant pour tous ceux qui veulent devenir des leaders plus conscients. Bonne écoute. Bonjour Franck. Bonjour Mireille. Écoutez, merci d'être avec moi aujourd'hui pour enregistrer cet épisode de podcast. Je suis vraiment ravie de vous recevoir et je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Moi de même, et c'est moi qui vous remercie. Alors, pour entrer d'emblée dans le vif du sujet, si je vous dis leadership et équicoaching, quand le cheval devient un miroir puissant, ça vous fait penser à quoi ? C'est exactement ça, je ne peux qu'acquiescer. Quand vous êtes avec un cheval, il vous renvoie en temps réel le reflet de ce que vous êtes, ça ne triche pas. D'accord. Plus qu'un homme ? C'est-à-dire ? Ah oui, plus qu'un homme, oui, parce qu'un homme, il a ses défauts, ses qualités, il a ses filtres, il a ses biais cognitifs. Le cheval, pas du tout. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer un peu comment vous êtes devenu équicoach? Parce que quand on voit tout votre site internet, vous êtes parti aux États-Unis, vous avez déjà tout un parcours. On ne devient pas équicoach comme ça. Non, et en même temps, je ne l'ai pas décidé en fait. Je l'ai vécu. En fait, j'avais les compétences pour le devenir et ça s'est fait naturellement. Voilà. Mais moi, je suis un ancien manager de centre de profit, comme on dit. J'ai géré des centres auto. Et puis, par le plus grand des hasards, mais pas complètement, j'habitais à côté de Disney. J'ai acheté un cheval à Disney parce qu'il y avait un spectacle équestre western. Et dans mes clients, j'avais des artistes du show. J'ai acheté un cheval et puis j'ai voulu prendre des cours d'équitation dite western parce que ça me paraissait moins rébarbatif que le classique, ce qui n'est pas vrai parce que la rigueur, c'est la même tout le temps. Et puis, donc je me suis trompé d'adresse, j'ai été prendre des cours d'équitation que je pensais western, mais c'était sur la compréhension du cheval. Donc ça m'a fasciné et donc j'ai continué, j'ai décidé d'en faire une formation professionnelle qui m'a emmené 1 an aux États-Unis. Et pour la petite histoire, quand je suis arrivé là-bas, au bout d'une semaine, j'ai vite fait le lien. J'avais les mêmes problèmes avec mes chevaux que j'avais avec mes collaborateurs. Donc à l'évidence, le problème venait de moi. Et puis voilà. Puis après, quand je suis rentré en France, j'ai commencé à exercer le métier d'homme de cheval, donner des cours, travailler des chevaux difficiles, faire des débourrages. Et puis, il y a des gens qui sont venus vers moi en me disant, notamment un professeur qui travaille toujours à l'INSEAD, qui m'a fait faire chez lui un stage parce qu'il avait 2 ânes. Et puis, en parlant, il me dit, tu sais qu'il y a des liens à faire avec le management ? J'ai dit oui, je sais, mais moi, j'ai pas de réseau pour vendre la prestation. Et lui m'a fait intervenir là-bas. Et donc, il y a eu un engouement pour ça. Bon, ça, c'est un des clients, mais c'était pour la petite histoire. Après, j'ai d'autres clients, des écoles de commerce, des PME, voilà. Et en quelle année ça s'est fait, tout ça ? Quand est-ce que vous avez acheté votre cheval ?
J'ai dû acheter mon cheval dans les années, je dirais 2000. Dans les années 2000, voilà. Et puis, puis 2 ans après... Alors, c'était un cheval de spectacle, donc moi, je ne savais pas monter à cheval, en fait. Donc, ça peut représenter un inconvénient, mais en fait, j'ai appris tout de suite les bonnes choses sans croyance, alors que beaucoup de personnes qui étaient dans la même promotion que moi faisaient du cheval depuis 20 ans. Donc, moi, j'avais mon complexe d'infériorité, mais en fait, je me construisais, quoi. Alors, c'est marrant d'avoir l'envie comme ça d'acheter un cheval alors qu'on n'est pas cavalier, et parce qu'un cheval, c'est quand même une grosse responsabilité. Oui, je ne le savais pas. C'est énorme, en fait. On s'imagine que c'est une présence de tous les jours. Ouais, alors j'ai ça que je crée toujours des situations dans lesquelles je vais me faciliter la vie. Donc le cheval était dans un pré dans lequel il y avait de l'eau, de l'herbe, et ça manquait pas, ça nécessitait pas beaucoup de soins. Moi, j'allais surtout pour le travailler et mettre en application tout ce que j'avais appris pendant les différentes formations que j'ai suivies avant de faire la formation professionnelle. D'accord. Voilà. Mais oui, effectivement, je me rendais pas compte, mais en même temps, ça n'a jamais été une charge pour moi et j'ai pas de structure équestre parce que je veux pas que ça soit une charge pour moi. C'est une privation de liberté. Mais tout de suite, vous avez eu cette passion du cheval. Ouais, mais c'est parce que il y a toujours, comme disent un de mes maîtres, on a tous un petit enfant qui est à l'intérieur de nous, puis qui pointe, qui a envie de sortir. Et puis c'était le cas, quoi. J'avais dans ces clients-là, j'avais des vrais cow-boys et des vrais Indiens, et j'ai eu l'opportunité d'acheter ce cheval pour, allez, disons-le, pour jouer au cow-boy. Donc je faisais des lignes droites dans mon pré parce que c'était un cheval de spectacle. Mais à un moment donné, je m'ennuyais très très rapidement. Il a fallu que je comprenne mieux comment je voulais apprendre, en fait, ce désir-là, oui. Et là, aux États-Unis, vous avez trouvé ce que vous recherchiez en Montana ? Oui, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est les difficultés. Lesquelles ? Eh ben, vous êtes face à vous-même, hein. On est dans le vif du sujet. C'est-à-dire que quand vous ne pouvez pas attraper un cheval, vous dites, bon, celui-là, il est... Je vais en attraper un autre parce qu'il est idiot, allez, disons ça comme ça. Et puis, je vais en chercher un autre, et puis l'autre, j'arrivais pas non plus à l'attraper. Donc on est tout de suite confronté à ce qu'on est, en fait. On a beau penser qu'on est bon, qu'on est juste. En fait, lui, il nous dit que non, quoi. Voilà. Donc, c'était très difficile parce qu'on montait aussi... on travaillait des chevaux... sauvages, le mot est un peu exagéré, mais c'est des chevaux qui n'avaient jamais connu l'homme, jamais connu d'expérience avec des humains. Ça arrivait de troupeaux qui venaient de mémoire du Canada, qui arrivaient dans des camions de 50 chevaux, qui étaient descendus, et un homme, il ne savait pas ce que c'était. Donc là, il faut quand même beaucoup se remettre en question, parce que de toute façon, on n'a pas le choix, ça ne peut pas être la faute de l'autre. Voilà. Et puis la difficulté, c'était aussi que moi, je suis parti de la maison pendant 2 ans, en laissant ma femme et 3 enfants en bas âge. Pour faire ça, c'est un projet de famille. Donc ça... Quand on est face à des difficultés comme ça au quotidien dans le travail, et puis que votre famille vous manque, c'était c'est difficile. On se rend pas compte. Les gens me disent quelle chance. Oui, quelle chance, mais fais-le. On se rend pas compte. Voilà, on a mis des choses en place pour que le couple résiste à ça, etc. Ouais, c'était pas facile. Mais en fait, c'est la richesse de la vie, quoi. En fait, c'est la conclusion que j'en tiens. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à nos auditeurs ce que c'est que l'équi-coaching ? L'équi-coaching, c'est que vous allez prendre le cheval comme support pour recevoir des messages, en fait. Et lui, alors moi je suis là pour les décoder, mais c'est un support dans l'équi-coaching. On a intégré dedans le développement des managers, le développement du leadership, mais aussi des commerciaux, mais pas que, plein de gens qui s'intéressent à ça, qui ont envie... Il y a pas mal de gens qui travaillent avec moi qui me disent, mais en fait, c'est une thérapie, quoi. On ne l'appelle pas comme ça. C'est une découverte de soi à travers le cheval. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment ? Par exemple, à quoi ça ressemble une séance type ? Vous voyez, si je me mets à la place de quelqu'un qui ne connaît absolument pas l'équi-coaching, on se dit, déjà, moi je ne sais pas monter à cheval, comment je fais ? En fait, il n'y a déjà pas besoin d'être cavalier. Non, il n'y a pas besoin d'être cavalier. Il y a beaucoup d'a priori où les gens se projettent sur un cheval, peur de l'animal parce que c'est gros, c'est puissant. Oui. Donc en fait, ce qu'on fait, moi je rassure les gens, on va travailler en liberté.
et donc par définition au sol, Oui. et donc à distance pour des raisons de sécurité. De toute façon, quel que soit le danger il vient pas comme ça. S'il y avait un danger, il y a une raison, et cette raison-là, moi je l'efface dès qu'il y a un souci. Et la séance, elle se passe comme ça. Donc moi je coupe un manège en deux pour réduire l'espace de travail. Et donc il y a un collaborateur, j'appelle un collaborateur, qui vient au milieu de l'espace de travail avec moi pour que je puisse gérer la sécurité, le cas échéant. Et puis, on va prendre, donc là on rentre dans le vif du sujet, le contrôle des pieds du cheval. Mais pour obtenir des choses, ces choses-là, elles sont simples. On va choisir, il y a 2 paramètres. Il y a l'allure et la direction. Donc on veut qu'il marche, qu'il trotte, qu'il galope, qu'il s'arrête, à droite ou à gauche, dans un carré. Parce que le cheval va tourner en rond. Donc on prend le contrôle des pieds du cheval. Et l'idée, c'est de l'emmener là où on a envie qu'il aille, dans la réalisation de nos objectifs, mais en le faisant adhérer à nos idées, sans les lui imposer. C'est-à-dire que vous avez avec vous, au milieu d'une carrière ou d'un manège, un collaborateur, et il doit faire un parcours au cheval. Alors le parcours, là, à ce niveau-là, la première demi-journée, il est simple, on va décider d'expliquer au cheval qu'on veut qu'il tourne à droite ou à gauche, au pas, au trot ou au galop. Et en fonction de comment le fameux collaborateur agit, je le fais réfléchir sur lui-même, en fait. D'accord. Donc en fonction de la réaction du cheval. Ouais, on a plein de situations. Si on décide de faire tourner le cheval à droite, et pour plein de raisons purement équestres, le cheval, si on le lâche un peu, il va faire demi-tour, repartir à gauche. Et moi, je vois le collaborateur qui dit « Ok, c'est bien, continue ». Donc moi, je fais des parallèles avec... moi, j'avais des collaborateurs quand je travaillais dans les centres auto, où si j'envoyais quelqu'un faire l'inventaire des filtres à huile, c'est-à-dire que je lui donne une direction dans laquelle aller, va faire ça. Et puis que d'un seul coup, il part faire l'inventaire des pneus, il est hors de question que j'accepte ça. Moi, ce que j'ai besoin, c'est l'inventaire des filtres à huile. Donc je lui dis, en fait, le cheval, il te met dans une situation, et toi, en tant que chef, c'est toi qui t'adaptes à lui. Donc, il faut que tu ailles au bout de tes idées. Et quand bien même il a envie de tourner à gauche, si tu avais décidé de le faire tourner à droite, il faut que tu ailles au bout de tes idées, mais sans forcer, sans imposer et sans faire peur, sans être coercitif. D'accord, ouais, hyper intéressant. Donc, c'est comme ça que vous arrivez à faire des parallélismes entre la réaction du cheval dans le manège, en situation, et avec des situations en entreprise du quotidien. Oui, il y a énormément de parallèles, il n'y a que ça. Puis moi, je viens du management, donc mes problèmes, je les connais, je m'en souviens, on a tous les mêmes. Donc, puis le manager, il est... Je pense que le plus gros parallèle, je ne l'évoque pas toujours comme ça, mais nous, les humains, parce qu'on a des objectifs, on a des projets, on est dans le résultat. Et donc, on veut le résultat. Et en fait, les résultats, c'est la conséquence de quelque chose qu'on a construit. Et ça, je le mets en évidence. Je le mets en évidence quand je l'ai fait travailler le cheval. Alors qu'en fait, vous, si j'ai bien compris, ce que vous sous-entendez, c'est que c'est pas forcément la bonne approche à avoir, d'être focus sur le résultat, ou pas exclusivement, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En fait, le résultat, il faut qu'on ait le focus dessus, parce que si on ne sait pas où on va, on n'y arrivera jamais. Mais il faut le construire et récompenser étape par étape pour que, in fine, on arrive là-bas. Mais si on force le résultat parce que ça devient une obsession, alors on crée chez le cheval de la peur, chez l'humain du stress. On peut avoir des équipes qui travaillent dans le stress, et le résultat, on va mettre beaucoup plus de temps à l'obtenir, mais ça, on en a la démonstration en direct. Et puis surtout, si on l'a dans le stress, on ne l'aura qu'une fois. Alors que quand on a atteint le résultat, la vie, elle continue, on recommence. Et alors, vous faites ça avec des personnes individuellement, comme dans l'exemple que vous citiez juste avant, et vous faites ça également avec des équipes ? Ouais. Alors, moi, j'ai toujours entre 8, des fois, on a des gros groupes où on travaille, je ne sais pas si j'ai 16 personnes. Je vais me faire aider d'un coach qui ne s'occupe pas de la partie cheval. Lui va prendre la moitié du groupe le matin, enfin la demi-matinée. Et moi la partie cheval. Et à la moitié de la matinée, on switch les groupes. D'accord. Pour pas que les gens s'ennuient trop. Bon, voilà, mais en fonction de la taille des groupes, sinon je suis tout seul, je prends un individu au milieu qui travaille.
Lui et les autres regardent, et puis après on change. Et l'après-midi, je les fais travailler en groupe, donc maintenant ils connaissent le langage du cheval avec tous les concepts, comment on donne le goût de l'effort, il y a plein de concepts, comment on encourage, comment on donne l'envie, comment on responsabilise, on apprend, donc j'ai plein de concepts, c'est la pression qui motive, mais c'est le relâchement qui enseigne. Et on voit quand les gens sont... Alors l'exercice l'après-midi, c'est on va faire un slalom, donc je vais mettre 2 portes, il faut que le cheval passe entre chaque porte, et il y a 3 portes. L'objectif, là, il est précis. Et donc là, dès qu'il y a un cheval qui nous dit, dans la lecture des signaux faibles, qu'il va passer dans la porte, les gens continuent quand même à le pousser pour être sûr qu'il y passe. Et c'est à ce moment-là qu'il y passe plus. Et c'est ça, être dans le résultat. Tu pousses pour avoir le résultat, là, alors qu'il y allait. Okay. Et maintenant, il n'y va plus. Donc tu l'as découragé dans les bonnes choses. D'accord. C'est aussi que des questions de posture. Le cheval s'engage dans la porte, il y a quelqu'un qui veut l'encourager, c'est toujours bienveillant. Et le cheval fait demi-tour. Et je dis, tiens, tu sais pourquoi le cheval a fait demi-tour là ? Et la personne me dit, bah non. Je dis, c'est toi qui lui as demandé. Le cheval, il a fait exactement ce que tu lui as demandé. En l'encourageant ? En l'encourageant. Bah oui, parce qu'il a mis de la pression sur quelque chose qui était positif. Donc le cheval, il dit, ça, c'est pas la réponse, ça. Je vais chercher autre chose. Il prend peur. Et il fuit. Et donc le collaborateur en question, il est responsable du fait que le cheval n'ait pas fait ce qu'il attendait de lui en fait. Ouais, c'est terrible. Et ça, mais c'est comme ça dans la vie, sauf que là, vous le payez en temps réel. Oui, les conséquences sont tout autres. Et pourquoi le cheval finalement ? Qu'est-ce qui fait sa force comme partenaire pédagogique ? En fait, dans la nature, c'est une proie. Oui. Donc c'est pas un prédateur. Non, c'est pas un prédateur. Proie. Et nous, on l'est. Donc déjà, il y a un problème dans la relation. Et c'est pour ça qu'il va nous faire payer toutes nos erreurs, aussi petites soient-elles. Et dans la nature, c'est une proie, donc c'est un animal, un être vivant qui est hypersensible parce qu'il est en permanence, pour des raisons de survie, en train de scanner l'environnement. Et quand on travaille un cheval, on est dans son environnement. Et donc en permanence, il scanne ce qu'on fait. Alors soit on fait trop et il a peur, soit on fait pas assez et il fait rien. Même pas pour nous faire plaisir, parce que c'est pas dans son référentiel. Ouais. Donc, si on veut obtenir quelque chose de lui, il faut qu'on soit juste, quoi. Donc, en ce sens-là, il nous sert, en fait. Et vous avez des grosses transformations comme ça vous avez au-delà d'une transformation, des révélations, je dirais, de personnes qui participent comme ça à une séance d'Equicoaching et ils ont un déclic phénoménal et qui fait que ça va changer littéralement leur posture. Alors oui, ça arrive. Alors comme m'a dit un professeur de l'INSEAD, je lui demandais s'il voulait que je fasse les liens entre le management et ça. Alors sa première réponse, il m'a dit non, touche à rien. Si tu vas parler à quelqu'un de management, il va te dire, moi je suis dans une entreprise de 100 000 personnes et sur les 100 000, je suis dans le top 20. Donc il était hors de question que je leur donne des leçons. Et il m'a dit, reste dans le cheval, t'es le meilleur, on ne viendra pas te chercher là-dessus. Et puis il m'a dit, de toute façon, pour comprendre ce que tu fais et ce qu'ils sont en train de faire, il faut 6 mois. Donc la révélation, souvent, elle est a posteriori. Mais je me souviens, moi j'apprends aux gens à ne pas assister le cheval pour créer de l'indépendance. Et ils l'assistent malgré eux. Et ils sont toujours derrière lui. Et oui, il y a une fille qui, à la fin de la session, m'a dit « Mais moi, en fait, je pensais que mes collaborateurs, ils aimaient ça quand j'étais derrière, tout le temps. » Mais oui, il y a des révélations. Il y a un truc très, très fort. Il y avait un collaborateur, un manager, avec sa collaboratrice. Ils s'occupaient tous les deux d'un drive dans la grande distribution. Et le matin, ils arrivent tous les deux dans la même voiture. Et moi je dis bonjour et lui il me dit assez grand, il portait assez grand quand même, et puis il me dit bonjour assez froidement, poignée de main franche, mais pas un mot, juste bonjour. Et puis elle, je lui dis bonjour, et puis bonjour, alors moi je m'appelle Virginie, et patati et patata, et ça parlait. Je dis il y a de la vie là quand même, c'est dynamique, contrairement à son manager. Et après, en séance, avec le même cheval. Lui, il était au milieu de l'espace de travail, droit comme un i, il ne faisait rien du tout. Et le cheval était satellisé. Mais c'est-à-dire il tournait à fond autour de lui par peur. Ouais, okay. Par peur. Alors qu'il ne faisait rien, c'était juste la posture. D'accord. Donc, on règle le problème, etc. Enfin, je lui explique plein de choses. Et il sort et sa collaboratrice prend sa place. Le même cheval.
Le concept, c'est de prendre le contrôle des pieds du cheval. Pour être le chef, c'est celui qui contrôle les pieds de l'autre, mais que ça soit bienveillant. Bien sûr. C'est le cheval qui prenait le contrôle des pieds de la jeune fille, le même cheval que le précédent. C'était incroyable. Et elle n'arrêtait pas de lui dire « Allez, avance, avance !» Et dans le même temps, elle reculait. Donc au niveau de la posture, c'était incroyable. Et à la fin, donc moi, évidemment, j'en tire des conclusions. C'est mon métier. Mais je les garde pour moi pour pas qu'elles soient trop dures. Mais c'est elle qui en a tiré des conséquences. Elle a dit « Mais en fait, je brasse de l'air. » Ah oui. Ouais, c'était fort. Ah oui. Oui, c'était fort. Ouais, il doit même y avoir beaucoup d'émotions, j'imagine. Oui. Il y a, dans ces formations-là, j'essaye qu'il n'y ait pas trop d'émotions parce qu'il faut rester... c'est pas le but. Oui, il ne faut pas mettre les gens dans le oui, il faut rester pragmatique, efficace, qu'il y ait une valeur ajoutée. Après, dans les stages que j'anime le week-end où les gens découvrent le cheval, donc on n'est plus dans le monde de l'entreprise, on est dans le monde du cheval. Oui, il y a pas mal de gens que ça remue, quoi. Et moi, le premier, ça m'a remué terriblement. J'étais quelqu'un d'autre avant. Ouais. Mais c'est toujours pour une transformation positive. Oui. Si vous le permettez, j'ai une autre anecdote. C'était un monsieur qui avait un cabinet d'assurance. Et puis, donc lui, il était au milieu, comme le gars précédent. Il était droit comme un i. Et le cheval tournait. Et je vois 2 tours avant que le cheval, il a juste envie de sortir, de passer au-dessus des fils. Et je lui dis, détends-toi là, lâche un peu. Et il me répond, je suis détendu là. Avec une grosse voix, on n'a pas la même notion de la détente. Oui. Et le tour d'après, le cheval, il dit, moi je reste pas ici, quoi. Il a sauté les fils, il est parti. Et donc voilà, et c'est le cheval qui lui dit qu'il n'était pas détendu. C'est pas moi. Moi, il peut ne pas me croire. Il peut, c'est la différence entre les humains dont on parlait tout à l'heure. Illustration. Et finalement, en quoi est-ce que l'Equi-Coaching aide un dirigeant à mieux se connaître ? Parce que voilà, c'est la ligne éditoriale de ce podcast, c'est les dirigeants d'entreprise. Donc je fais toujours le parallélisme entre les deux. Là, vous avez cité plein d'exemples et c'est absolument passionnant. On sait que la connaissance de soi, c'est souvent, et je le pratique beaucoup dans les coachings, c'est souvent quelque chose qui intrigue quand même, d'apprendre à mieux se connaître. En quoi est-ce que l'Equi-Coaching, c'est un outil dans ce sens-là ? C'est un outil parce que le manager, ça va lui permettre de comprendre qui il est et de constater qu'il n'est pas aussi clair ou aussi juste qu'il ne le pensait en fait. Donc le cheval en fait la démonstration, il fait la démonstration de notre style de management. Si on fait trop ceci ou pas assez cela, mais dans tous les cas, pour bien piloter, et c'est pareil dans une entreprise, et pas que, au sein d'une famille, en tant que parent, l'idéal, c'est d'être dans l'équilibre entre trop et pas assez. Sauf qu'être dans l'équilibre, ça s'appelle la perfection, et qu'on sait qu'on ne l'est pas. Donc voilà, et puis même quand on est dans l'équilibre, c'est tellement précaire, l'équilibre, que l'instant d'après, on l'a perdu. Voilà. Ouais, et donc le cheval va aider le manager à prendre connaissance de ça, en prendre conscience, quoi. C'est un accélérateur de prise de conscience. D'accord, ouais. Alors, on parlait jusque-là de posture un peu réfractaire, par exemple, du cheval. A contrario, j'imagine que c'est aussi un accélérateur de mise en lumière des compétences de leadership. Oui, Est-ce que vous avez des exemples par rapport à ça, ou qu'est-ce que ça peut mettre en lumière, justement ? Alors, ça met en lumière, moi j'ai trois ateliers, 3 concepts, mais ça met les 3 principaux, mais ça met en lumière tellement d'autres choses sur lesquelles je rebondis au fur et à mesure, in situ. Mais on va commencer par mettre en lumière la manière dont le manager met la pression sur les gens, parce que, étant ce qu'il est, il fait la même chose spontanément sur le cheval. Donc moi, je leur apprends à mettre la bonne pression sur le cheval, ni trop, ni pas assez, et la pression efficace. Donc c'est le concept, comment savoir qu'est-ce que je vais utiliser comme pression pour être efficace. Donc la clé, c'est d'être aussi doux que possible, mais aussi ferme que nécessaire et sans émotion. Et au moment où le cheval répond, c'était le bon degré de pression. Okay. Si je mets, donc là, on va mettre de la pression sur le cheval, mais si je veux verbaliser ces 4 phases de fermeté bienveillante, moi, je les appelle suggérer, demander, dire et imposer. Et on se rend compte qu'un manager, il va plus selon son tempérament, il va être plutôt phase 3, phase 4. Et puis il y a des gens qui ont peur de faire mal au cheval, ou en réalité ils ont peur que le cheval ne les aime plus, donc ils vont être phase 1, phase 2. Donc l'idée, c'est d'être capable de naviguer dans toutes ces demandes et sans émotion. Et c'est très très difficile, mais c'est la clé.
C'est-à-dire que, si j'ai bien compris ce que vous voulez dire, les 4 phases sont des étapes utiles, Oui. c'est ça, qui peuvent avoir leur place, Ouais. mais encore faut-il les utiliser à bon escient. Ben c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire, oui, la phase 1, ça va être la plus douce. Oui. La phase 4, la plus ferme. Oui. Et c'est pas parce qu'elle est ferme qu'elle est méchante. Si la phase 3 n'avait pas de réponse, il faut bien passer dans une phase 4. Tout à fait. Ça me fait penser à la théorie du leadership situationnel d'Hersey et Blanchard. C'est un test justement qu'on soumet à des dirigeants d'entreprise pour tester leur leadership. Et il existe justement 4 phases, directif, participatif, persuasif et délégatif. Et on se retrouve un petit peu dans ces 4 phases-là. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que c'est pas bien ou mal ni d'être directif ni d'être délégatif, pour prendre les deux opposés. Tout à sa place, mais tout va dépendre du collaborateur qu'on va avoir en face de soi. Oui, absolument. Mais dans ce que vous évoquez, moi, je rajoute un coefficient. C'est-à-dire qu'on connaît cette pyramide où le style de management que vous évoquiez, il va être en fonction du degré de maturité du collaborateur. Et on voit ça souvent, enfin si c'est mal interprété, on voit ça comme une donnée. Lui, il est comme ça, lui, il est comme ça. Et qu'en utilisant ces phases-là, mais d'autres concepts, comment responsabiliser, comment donner le goût de l'effort, le collaborateur qui avait un degré de maturité faible, ça va nous permettre de lui donner un degré de maturité plus important, en fait. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, quand je l'utilise, c'est pour faire un constat à un moment T, mais bien sûr que ça sous-tend le fait que ce soit évolutif, et je pose systématiquement la question aux dirigeants de savoir, voilà, eu égard à ce constat, où est-ce que vous voulez emmener votre collaborateur, puisque le but, c'est d'évoluer. Ah oui, c'est ça. Et donc, après, dans ce que le cheval peut amener comme compétence en matière de leadership, il y a la manière de mettre et de gérer la pression, le stress aussi. Il y a comment on va responsabiliser un individu. Et le concept, on le voit avec les gens, ils assistent le cheval parce que le but, c'est de le mettre, par exemple, au trot dans l'espace de travail et le suivre en permanence, en fait. Parce qu'on est d'accord que le cheval n'est pas à la longe. Ah non, il est en liberté. Cheval, il est complètement en liberté. Donc si vous lui dites rien, il va rien faire. Ouais. C'est feignant à la base. Il n'a pas de projet, un cheval. Oui. Donc voilà, ils sont en permanence en train de suivre le cheval pour maintenir l'objectif qu'ils avaient fixé. Mais je leur dis, là, il y a un problème. D'abord parce que le cheval, il fait ce que tu lui demandes sous surveillance, c'est pas agréable. Et tu l'assistes, ça veut dire que tu le rends dépendant de toi. Si tu pars là, comme parce que j'oublie un parallèle tout à l'heure, le gars qui était qui travaille dans le drive, le manager du drive, ouais, et sa collaboratrice avait parlé d'elle en disant, moi je brasse de l'air, mais elle avait dit de lui, mais c'est comme au boulot, quand il rentre de manger, tout le monde se met à bosser comme des fous, mais dès qu'il s'absente, tout le monde s'arrête, tout le monde ralentit. C'est un style de management, voilà. Et donc là, c'est pareil. Donc on va rendre le cheval dépendant de nous quand on le suit tout le temps. Je lui dis maintenant, si tu le suis plus, elle me dit oui, mais si je le suis plus, il s'arrête. Bah oui, donc tu as créé ça. Il n'est pas responsable. Donc maintenant, tu vas faire en sorte de responsabiliser le cheval. Tu lui donnes une consigne et il faut qu'il la garde. Et le concept pour ça, c'est de permettre l'erreur, mais de la corriger. Mais il faut accepter que le cheval s'arrête et qu'il commette cette erreur pour lui dire non, tu t'arrêtes pas, tu repars. Mais je veux pas maintenir l'objectif en permanence. Et alors concrètement, comment on fait pour responsabiliser un cheval pour qu'il continue de trotter ? Eh ben c'est ça, donc je vais lui demander de se mettre en avant. Alors on passe déjà par le pas, hein. Il y a une évolution aussi. Mais quand on est au trot, je veux dire, tu vas mettre le cheval au trot, mais une fois qu'il est au trot, tu lâches prise, tu le laisses faire. Donc prise de recul, c'est ça ? Ouais, prise de recul, oui. On se remet plus au centre du manège. On se relâche, oui, exactement. Le centre du manège, c'est notre bureau. Faut en sortir le moins possible. D'accord. Voilà. Et donc, je lui dis maintenant, arrête de le suivre. Parle-moi de tes vacances. Oublie le cheval. Ouais. Alors en fait, il faut garder un œil sur nos objectifs, mais ça permet d'être disponible pour d'autres choses. Si on est tout le temps derrière le cheval, on n'est plus disponible pour d'autres collaborateurs. Enfin, c'est impossible à gérer ça. Oui, et puis c'est comme ça qu'il y a des managers hyper débordés et qui ont l'impression... Oui, voilà, c'est sans jugement, mais qui doivent être sur tous les fronts et qu'il y a des problèmes de gestion du temps et de délégation parce qu'ils font tout eux-mêmes. Absolument. Ça, c'est une problématique. Oui, là, je dis, vous êtes à deux à faire le même job. Là. Il y en a un en trop. Si tu tournes en même temps que le cheval, il y en a un de vous deux qui sert à rien, c'est des charges. Et donc voilà, donc l'idée c'est de mettre le cheval au trot et puis tu le suis plus, parle-moi d'autre chose, oublie-le ou fais semblant de l'oublier. Et le cheval, il y a deux options, hein. Soit il continue à trotter, je lui dis tu vois, soit le cheval s'arrête. Et le concept c'est permets l'erreur mais corrige-la. Et le cheval,
s'il pensait qu'on n'était plus là, au moment où il commet l'erreur, il dit « Ah si, il y a quand même quelqu'un dans la maison. » Et voilà, et ça c'est bénéfique. Et là, c'est là où on prend notre place de leader aussi. Et puis, il y a une autre compétence que j'aime bien développer, c'est comment donner le goût de l'effort. Comment donner l'envie de faire les choses plutôt que de les faire faire. Donc ça, c'est difficile à lire chez un cheval pour lui donner le goût de l'effort. Donc, je fais d'abord une analogie avec ce qui se passe chez nous, les humains. Donc, quelle est la différence pour ceux qui ont des enfants entre faire les devoirs et donner l'envie de faire les devoirs? Ça ne pèse pas la même chose en termes de management. Comment donner l'envie de vider le lave-vaisselle plutôt que de faire vider le lave-vaisselle? Et ben, j'en reviens tout à l'heure quand on disait qu'on était dans le résultat. Parce qu'on attend le résultat, on a tendance à dire merci à la fin, quand il y a le résultat. Et il faut dire merci ou c'est bien, peu importe, mais il faut récompenser au début de l'effort. Donc quand je vais demander à ma fille est-ce que tu veux bien, phase 1, suggérer de vider le lave-vaisselle, si ça ne marche pas, je passerai dans les phases supérieures. Mais quelle que soit la phase, quand je lis, alors quand elle va commencer à vider le lave-vaisselle, c'est là que je vais dire merci. C'est pris en considération. Et si on veut lire les signaux faibles, plutôt on va dire merci, plus vite elle est prise en considération. Donc c'est quand je vais la voir se diriger vers le lave-vaisselle que je vais dire merci. Et si le concept, c'est en anglais, ça ne parle pas trop en français, mais il faut récompenser l'effort quand il naît. Pas quand il meurt, en fait, pas quand il s'éteint. Mais pas trop tôt non plus, si je comprends bien, c'est ça? C'est pas non plus au moment de la demande. Non, c'est pas quand je fais la demande, parce que c'est pas quand vous faites la demande, c'est ça. Dans l'exemple du lave-vaisselle, là, qui est très ça parle, révélateur, voilà, ça parle à tout le monde. C'est pas à ce moment-là que vous remerciez. Vous engagez, vous faites en sorte d'engager l'effort et la bonne volonté de la personne, et quand elle se met en action et qu'elle commence à faire, là, vous remerciez, c'est ça? Mais la subtilité, c'est à quel moment qu'elle se met en action. Le gamin qui est dans sa chambre et qui pose sa tablette, c'est là qu'il se met en action. Si je sais dire merci là, je gagne du temps en fait. Voilà. Donc je ne vais pas dire merci au moment où je demande, parce que si je dis merci puis qu'il n'y a pas eu d'intention de le faire, je remercie une bêtise en fait. On ne va pas considérer que c'est une manière de donner le goût de l'effort ou de motiver si on fait ça? De faire. De demander dès le départ, de dire merci dès le départ. Mais c'est dès le départ, à condition de dire merci quand j'ai lu la bonne intention. Si l'intention est mauvaise, ou si je dis... ce qu'il faut, c'est pour donner le goût de l'effort, il faut récompenser l'effort. Si je demande de vider le lave-vaisselle et que dans la foulée, je dis merci, c'est pas l'effort qui a été pris en compte, en fait. C'est presque une forme de soumission un petit peu du demandeur. J'exagère peut-être un peu, mais est-ce que c'est un petit peu de cet ordre-là? Non, pour moi, non. Moi, je suis le leader, je suis le chef de la famille, d'accord? Enfin, quelle que soit la personne qui... Ça marche dans les deux sens. Hein. Si une de mes filles me demande de faire quelque chose parce qu'elle a besoin que je recolle un truc et que j'y vais, et ça marche dans les deux sens. Je veux dire, dans la hiérarchie, c'est donner le goût de l'effort. Si elle me dit merci là, j'ai c'est sympa. Voilà. Oui. Voilà, c'est sympa. Ouais. Donc voilà. Non, pour moi, il n'y a pas la notion de soumission ou de dominance. C'est du management, vraiment. C'est mon point de vue. Oui. Et alors, en équipe, comment ça se passe? Parce que vous avez des groupes aussi. J'ai entendu dire que quand on voit des groupes, le cheval est tellement sensible qu'il va également réagir selon les déplacements de certaines personnes du groupe, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche? Le cheval, donc, il réagit, il est hypersensible à son environnement. Quand il y a des gens qui parlent, qui prennent de la place, j'allais dire qu'ils chahutent, ils chahutent pas, mais voilà, qui prennent de la place, oui, ça peut faire peur au cheval. Moi, j'explique que la raison, c'est ça. Alors les gens disent « Oh, pardon ». Puis je dis « Non, ça fait partie de l'environnement. Hein. Quand vous allez avoir un camion qui passe avec une bâche, faut le gérer, le cheval. » Donc j'explique alors, soit s'il n'y a qu'un collaborateur ou une équipe, qu'il faut que son ou leur charisme soit supérieur à ce que provoquent les autres. Donc il faut créer une connexion qui soit forte, il faut dire au cheval j'existe et c'est sur moi que tu dois te concentrer, pas sur les autres. Mais j'avoue que ça ne s'explique pas comme ça. Moi j'interviens parce que c'est des choses, il faut quand même savoir de quoi on parle. Enfin, oui, faut le vivre, quoi, c'est ça, c'est une expérience. Oui, mais arriver à faire ça,
à être plus important, comme moi quand je suis avec un cheval et que mon cheval se connecte à d'autres chevaux, c'est l'instinct grégaire, il faut que mon charisme soit supérieur aux autres chevaux. Donc ça demande de l'expérience, ça demande d'être ce qu'on appelle un homme de cheval, quoi. Faut savoir lire le cheval, faut savoir expliquer tout ça et décoder tout ça, ouais. Est-ce qu'on peut faire ça avec n'importe quel chevaux ? Oui, et puis je le revendique surtout. Parce que, je veux dire, on pourrait très bien se dire, par méconnaissance, oui, bon, bah, c'est ce cheval-là qui a réagi de cette manière, mais peut-être que si c'était un autre, par exemple, je prends l'exemple de l'assureur tout à l'heure, au bout d'un moment, le cheval est parti en courant, peut-être qu'il aurait pu se dire, bah oui, mais c'est ce cheval-là, il est hypersensible, si c'était un autre, il n'aurait peut-être pas réagi comme ça. S'il me dit ça, ma réponse, elle va être courte, ça va être soit tu fais partie du problème, soit tu fais partie de la solution. Mais le collaborateur que tu as, tu ne peux pas dire à chaque fois, oui, mais avec quelqu'un d'autre, ça marcherait mieux, ou alors il faut que tu t'en sépares, mais tu vas te séparer de tout le monde à un moment donné. Ouais, c'est super. Non, mais c'est génial comme réponse parce que c'est typiquement ce qu'on voit également en coaching entre la proactivité et la réactivité. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère qu'on est responsable et que, effectivement, comme vous dites, soit on fait partie du problème, soit on fait partie de la solution, ou alors c'est toujours de la faute des autres. Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est ce cheval-là. Mais oui, mais c'est toi qui étais aux commandes quand même. Donc voilà, faut pas nier là. Mais quand on fait ça, je dis, mais le cheval, il te juge pas, il te dit pas que t'es bon ou pas bon. Oui. Il te donne un axe de progression, prends-le. Contrairement à l'homme. Oui, c'est ça, absolument. J'en passe à une autre partie. Pour avoir souvent parlé à mes clients d'Equicoaching, parce que je crois beaucoup en cette approche, j'ai observé que certains d'entre eux avaient peur de la réaction du cheval. Ils me disaient, ouais, mais je maîtrise pas la réaction. Je pense qu'on d'ailleurs on maîtrise pas plus la réaction des hommes, mais on est moins en danger parce qu'ils font pas 300 kilos. Oui, et puis on parle le même langage. Oui, absolument. Ouais. Donc, comment on peut rassurer ces personnes ? Parce qu'en même temps, comme vous disiez, le cheval, c'est une proie, donc il ne va pas nous foncer dessus et nous attaquer. Il pourrait, c'est-à-dire que s'il a peur de... Alors, il peut attaquer, c'est très rare, mais il y a quelqu'un qui avait des chevaux chez lui, qui a entendu parler de ce que je faisais, et il a voulu faire la même chose, parce il était consultant, il a dit, tiens, je vais faire ça chez moi, j'ai des chevaux. Oui, il y a un cheval qui a attaqué une personne, ouais. Mais ça doit être lisible, c'est-à-dire que lui, c'est pas un homme de cheval, il a des chevaux chez lui, il monte peut-être à cheval, ce qu'on appelle un cavalier, c'est pas pour autant qu'on a des compétences, d'accord ? Donc voilà. Mais je trouve intéressant que les clients qui vous disent ça, ils disent déjà, j'ai peur de la réaction du cheval. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent, j'ai peur du cheval. Et c'est pas la même chose, en fait, parce que je dis, non, tu n'as pas peur du cheval. Et après, je suis grossier dans les exemples. Je lui dis, un cheval, quand il est mort, t'en as pas peur. Pourtant, c'est un cheval. Donc, c'est de ces réactions dont t'as peur. Et t'as peur de la réaction imprévisible. Mais la réaction imprévisible, soit on peut la prévoir, en fait, parce que moi aussi, en tant qu'homme de cheval, je scanne l'environnement. Tiens, il y a quelqu'un qui ouvre une porte là-bas, ça va changer les données, ça va changer les paramètres. Oui, vous pouvez le prévoir, pas en aucun cas nous. Enfin, je veux dire, non, mais moi je suis là pour expliquer. Voilà. Oui. Et puis, donc moi je rassure les gens en les sécurisant, en disant, j'ai quand même une grosse expérience en termes de compréhension du cheval et de gestion des chevaux difficiles, etc. Donc moi je suis là pour la sécurité. On sera loin. Si à un moment donné il faut être prêt parce qu'il faut imposer quelque chose au cheval, c'est moi qui irai. Et puis les signes de lecture d'un cheval qui commencerait à se montrer agressif, d'abord on aurait été trop loin, donc j'aurais commis l'erreur d'avoir laissé faire la personne avec ce cheval-là, mais je vais le gérer sans le dire. Je vais dire, tiens, j'ai un truc à vous dire. Et puis, je reprends la main juste pour que le cheval, il se pose. Et puis, je vais dire à la personne au milieu, tiens, maintenant, demande comme ça. Oui, mais c'est à moi, c'est à moi de gérer ça. Mais oui, c'est quelque chose qu'on a souvent. Mais c'est drôle parce que, donc, oui, soit on a peur de l'imprévu. Le prévoir, c'est difficile, mais comme le danger, s'il vient à 100 mètres, parce que quelqu'un a ouvert la porte au fond du manège, je vais le prévoir. Et puis, il y a aussi la réaction imprévisible du cheval qui est due à ma posture. Donc voilà. Mais effectivement, le cheval, normalement, il s'éloigne. Mais tous les gens qui avaient peur des chevaux, et je dis, t'inquiète pas, moi, je gère. Et je suis sûr qu'on n'aura pas de problème. À la fin, la personne me dit, mais je peux aller le caresser. Elle ne voulait pas s'en approcher. Elle dit, et je peux aller le caresser maintenant. Mais je crois que tu avais peur. Et vous avez réussi à créer du lien. Et donc, en fait, il y a un concept, enfin, j'en ai pas parlé, c'est comment on va donner confiance aux gens aussi. Et voilà. Alors, comment vous faites ? Comment vous faites, justement ? Je pose la question. Ça, c'est un secret, en fait. Non, parce que on est tous confrontés à ça avec nos enfants. Et j'ouvre les guillemets, mais aie confiance en toi.
Ça marche pas ce truc-là, on le saurait, puis on aurait tous confiance en nous. Quand vous êtes avec un cheval, lui donner confiance en lui alors que c'est une proie et que tout représente une menace pour lui dans la nature, si on veut en faire quelque chose, il faut commencer par la confiance, mais comme un collaborateur. On commence par la confiance, et puis comme les humains, quand il y a un excès de confiance, on perd en respect. Donc il faut toujours équilibrer ces 2 paramètres-là. Et quand un cheval manque de confiance en lui, et c'est tout le temps, selon les situations, mais en tant que proie, il a peur de beaucoup de choses. Il y a des chevaux qui ont peur de rien, ça arrive, mais là, par contre, il y a un gros manque de respect jusqu'à ce qu'on travaille le respect et qu'on trouve cet équilibre. Mais bon, pour rentrer directement pour prendre directement un exemple, si vous prenez un cheval, vous voulez le caresser, vous êtes bienveillant, vous voulez le caresser, vous levez la main un peu trop fort. C'est de la posture, ça. Lui, il va vous donner des signes de peur. Il va éloigner sa tête. Si, à ce moment-là, vous enlevez votre main parce que vous l'avez dérangé, vous venez de récompenser sa peur, en fait. Donc, vous lui apprenez, dans le temps, à gérer ses problèmes en les fuyant. Donc en réalité, en étant bienveillante, vous lui feriez perdre confiance en lui. Donc, à ce moment-là, il faudrait... c'est contre-intuitif. Donc, en fait, il faut maintenir ce qui faisait peur, sans pour autant lui faire peur, mais ne pas enlever le problème, attendre un signe de relaxation. Je ne dis pas qu'il soit complètement relax, c'est peut-être pas possible. Un signe de relaxation, donc c'est la lecture des signaux faibles, et enlever ma main, que je change dans son esprit, que quand il se relaxe, c'est à ce moment-là qu'il gère les problèmes. D'accord. Et ça, subtil. Oui, c'est très très subtil. Donc tous les gens qui ont des chevaux, j'en ai plein, c'est mon métier, ils me disent quand on l'a acheté il était bien, mais depuis un certain temps il a dû se faire piquer par une guêpe. Alors la guêpe à bon dos, je vous le dis, c'est jamais de la faute jamais de leur faute. Non, c'est toujours c'est un jour quelqu'un l'a monté, depuis ce temps-là mon cheval c'est plus le même. Soit tu fais partie du problème, soit tu fais partie de la solution. Peu importe la raison. Aujourd'hui, c'est toi qui l'as, le cheval, donc fais avec. Et si je peux encore rebondir sur cet exemple de confiance, j'avais un élève qui était à l'EDEC, et le midi, il est venu me voir, il m'a dit « Franck, j'ai une collaboratrice qui manque de confiance en elle, qu'est-ce que je peux faire ?» Je lui dis « Donne-moi un exemple. » Il me dit « Quand je lui donne un dossier à gérer, il me dit « Non, ça, je vais pas savoir le faire. » Et je lui dis « Bon, qu'est-ce que tu fais ?» Il me dit « Je le donne à quelqu'un d'autre. » Je lui dis oui, donc tu as fait ce qu'on appelle du retrait, tu as enlevé le dossier en récompensant sa peur de ne pas savoir le faire. Et en fait, ça se voit pas parce que tout le monde est content en fait, mais on achète la paix. Elle est tranquille, et lui aussi parce qu'il se décharge sur quelqu'un d'autre. Il me dit qu'est-ce que je dois faire ? Je lui dis, tu lui dis déjà tu dois t'assurer qu'elle a les compétences pour le faire ou à la limite. Et de dire je vais t'accompagner, mais je vais pas t'assister, je vais t'accompagner. Donc je te mets en route, tu es à l'aise là ? Ok. Maintenant, si tu es à l'aise, maintenant je m'éloigne, je vais vaquer à mes occupations. Et après, soit d'un commun accord, elle t'appelle quand elle a des difficultés, ou tu sais lire les signaux faibles, tu y retournes. Mais ça s'appelle, dans ce qu'on fait, c'est une technique qu'on appelle approche-retrait. Mais il faut faire du retrait à bon escient, et souvent on le fait à mauvais escient pour acheter la paix. Ouais, c'est juste, ça fait partie des étapes, des degrés en fait dans la délégation quoi aussi. Oui, absolument. C'est ça. Vous m'avez exprimé le fait que parfois il était un peu compliqué de transformer l'intérêt pour l'équicoaching en passage à l'action. Comme si vous aviez des témoignages d'intérêt, mais qu'il y a quelque chose qui fait peur, qui bloque. Est-ce que vous arrivez à identifier ? C'est difficile, je m'interroge là-dessus. Je me retrouve à un mariage, à une table, et je me retrouve avec le DRH d'une boîte internationale par hasard, dans l'agroalimentaire. Je lui parle de ça, il me dit c'est intéressant, il me dit, puis j'en parle parce que c'est quelque chose qui me fascine, qui me passionne, donc voilà. Et même si les gens n'étaient pas passionnés, ils le deviennent à m'écouter, apparemment, c'est ce qu'ils disent. Mais pour autant, il passe pas à l'action. Donc oui, je m'interroge, mais alors soit c'est trop atypique encore, et ça c'est possible que ce soit trop atypique, soit il s'imagine pas que ça peut avoir une valeur ajoutée dans l'entreprise. Moi je fais un travail par passion, mais je le fais, faut qu'il y ait une valeur ajoutée dans l'entreprise. Je peux pas faire ça juste pour gagner de l'argent. S'il y a pas de valeur ajoutée, je peux pas le faire parce que j'ai besoin de ça, c'est mon besoin. J'ai besoin de cette reconnaissance. Donc voilà, c'est pas toujours facile. Il y a des gens donc moi j'en parle un peu. Il y a des gens qui franchissent le pas quand même, mais ils le font pas dans le but d'avoir une valeur ajoutée.
un peu quand même. Mais c'est un peu comme... faut faire un truc out of the box. Voilà. Oh, l'année dernière, on a fait ça. Là, ils en ont un peu marre. On fait toujours la même chose. Ça, c'est atypique, on va le faire. Et à la fin, ils réalisent de la valeur ajoutée. Du bénéfice, du bénéfice de l'exercice. Mais je leur dis, c'est pas on avait piscine ou cheval et on a pris cheval. Hein, c'est pas ça l'histoire. Hein. C'est pas mal. Après, vous dites que vous ne pourriez pas le faire s'il n'y avait pas de valeur ajoutée. Ça s'appelle Equi-coaching. Par définition, le coaching, c'est fait pour aller faire évoluer l'être humain et pour le mettre en lumière, faire développer son potentiel. Donc, en l'occurrence, votre outil, c'est le cheval. Ouais. Moi, ça va être autre chose. Et puis, quel que soit le type de coaching, chaque coach a sa patte. Mais je pense que là-dessus, il y a forcément de la transformation, forcément un avant-après. Et vos clients, c'est qui, par exemple ? Alors, j'ai parlé des grandes écoles de commerce. Il y a l'EDEC, il y a l'EM Normandie, j'ai l'INSEAD, il y a le CEDEP. C'est pas très connu, mais c'est un super truc. C'est un consortium d'entreprises qui mettent en commun leurs problèmes. Et puis, voilà, qui est sur le campus de l'INSEAD d'ailleurs. Et puis, j'ai des... Après, ce sont des TPE ou des boîtes de ressources humaines ou de coaching qui font appel à mes services. Pour des événements privés aussi ? En famille, par exemple. Moi, j'imaginerais bien faire ça en famille. Je me dis, mais ça doit être génial, en fait, pour améliorer notre communication, par exemple, en famille. Alors, moi, je ne l'ai jamais fait, mais évidemment, ça s'envisage. Ouais. Après, il ne faut pas avoir peur de s'exposer, mais ça, ce n'est pas un problème, parce que moi, je dédramatise un peu les situations. Mais... Oui, je réfléchis. Enfin, moi, si j'étais là tout de suite en situation, oui, je le gérerais. C'est faisable oui, c'est faisable. Mais comment vous dire, là, au cheval, il faut que tu lui parles mieux que ça, alors, ou plus fort ou moins fort, mais mieux. Parce que sinon, ton gamin, il ne va pas te comprendre. Vous risquez de le prendre en retour à la maison, ça. Tu te rappelles ce qu'il a dit, Franck ? Bon, à approfondir. Mais c'est à ça que je pense. En fait, je me projette faire la session. Oui, ça me plaît. Mais il faut aussi, si on veut construire et puis qu'il y ait cette valeur ajoutée, il faut penser à demain. Voilà, aux conséquences, évidemment. Alors, dans ce podcast, Franck, j'aime bien proposer un petit outil de coaching. On reste dans le sujet. Est-ce que vous êtes d'accord de vous prêter un petit exercice ? Allons-y. Alors justement, pour essayer de débloquer une piste concrète pour transformer l'idée de l'intérêt en passage à l'action de vos prospects, est-ce que vous pourriez me dire quelle serait pour vous une action toute simple, mais forte, que vous pourriez mettre en place dans les prochains jours pour susciter davantage de passage à l'action chez les personnes qui se disent intéressées ? Ouais, ce à quoi j'ai déjà pensé, mais que j'ai jamais fait, c'est une espèce de journée de découverte à prix coûtant, je dirais, voilà, pour que drainer un petit peu du monde, faire ça avec des chefs d'entreprise à qui ça pourrait donner l'idée de faire participer leurs managers ou leurs équipes. Voilà, ça c'est quelque chose que, ouais, c'est une action qui simple à mettre en place, je ne sais pas, mais oui, c'est possible. Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas. Ouais. Là, je vous pose la question, en tant que coach, il y a un truc qui m'a un peu surpris. Pourquoi à prix coûtant ? Peut-être pour motiver les gens. Vous pensez ? Oui, c'est peut-être une croyance limitante, comme on dit. Je pense que... Vous validez ? Non, je valide le fait que ce soit une croyance limitante. Ça m'a un peu choquée. D'accord. Et en fait, je trouve ça dommage parce que vous parlez de donner de la valeur ajoutée à vos clients. Mais donc, ça veut dire que cette valeur, elle doit aussi être retracée dans vos prix. Il n'y a pas de raison, si vous faites cette journée découverte, de la faire à prix coûtant. Oui, vous avez raison. Voilà, c'est un axe de progression pour moi. Je vous invite en tout cas à y réfléchir. C'est vrai, oui, je suis en train. Merci pour ça. Je vous en prie. Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour essayer justement de susciter ce passage à l'action ? Des choses très très simples. Hein. Moi, j'ai fait... pour susciter ce passage à l'action, pour l'instant, j'y ai juste réfléchi en me disant que ça pouvait être une bonne idée. Après, dans mes moyens de communication, et voilà, j'ai fait une plaquette
que je distribue, voilà. Mais puis récemment, j'ai fait une petite vidéo qui présente l'Equi-Coaching et qui est très bien selon ce qu'on m'en dit. Et tout le mérite revient à la personne qui a fait le montage. Mais ça me fait penser à, une fois, on avait une réunion avec un cadre de la CPME. Et il me dit, bon, qu'est-ce que tu fais comme boulot? Je lui présente, il me dit, ouais, super, c'est bien. Et il parle à ma femme, et vous? Et elle lui explique, moi je fais du conseil et de l'audit dans le transport de matières dangereuses, un truc un peu pointu. Et en fait, il m'a oublié moi, parce qu'il parlait à quelqu'un de sérieux, quoi. Moi j'étais, dans l'esprit. Et puis quand on s'est revus, j'ai dit, tiens, j'ai fait une petite vidéo, et je le force à la regarder, je l'ai mis sur LinkedIn, et je lui mets devant les yeux. Et il me dit, ah ouais, mais on a besoin de ça en fait. Il me dit, donc dans ma prochaine newsletter, je vais te mettre en avant. Ouais, on a besoin de ça. Ouais. Donc il faut qu'il voit pour réaliser. Oui. Mes mots ne suffisent pas. Oui. J'espère déjà au travers de ce podcast, et c'est aussi l'objectif, c'est de pouvoir mieux comprendre ce que vous faites. Je me permets aussi de relever quelque chose. Quand vous dites ma femme fait quelque chose de sérieux, alors après, qu'est-ce que c'est sérieux? Non, je parodiais l'état d'esprit du monsieur de la CPME. Oui. C'est pas ce que je pense. Voilà, on est d'accord, parce que la notion de sérieux, dès lors qu'on est professionnel, quelle que soit l'activité, et même si on est dans une activité ludique, c'est le niveau de compétence qui compte. Hyper sérieux et expert et professionnel. Bien sûr. On est d'accord. Mais lui, il fait de cheval et puis elle est dans le transport de matières dangereuses. C'est à elle que je vais parler, mais je parodie. Je vois ce que vous voulez dire. Et alors, si on se projette un peu dans le futur, si vous testiez une nouvelle forme d'offre ou de manière de communiquer, par exemple, qu'est-ce que vous pourriez envisager pour susciter ce passage à l'action? Et donc, alors il faudrait, je pourrais proposer à des gens que je connais ou qui sont dans un réseau, cette fameuse journée à laquelle je pense, pas à prix coûtant. Merci, bravo Franck. J'apprends vite. Et faire venir ces chefs d'entreprise et le thème, ça serait comment développer ses compétences managériales grâce au cheval, par exemple. Voilà, ça c'est le thème. Alors c'est toujours le même thème, mais on l'illustre différemment. Ça peut être en sous-titre clarté, présence, leadership et écoute. Enfin, on fait ce qu'on veut, mais donc voilà, oui, je vais réfléchir à ça sérieusement. Et du coup, en conclusion, quelle pourrait être la toute première petite action là, que vous pouvez vous engager à tester là, demain? Alors, par quoi je vais commencer pour mettre ce projet en place? Ouais, c'est ça. Alors, je vais demander à ma femme qui passe beaucoup de temps dans les entreprises, et qui parle beaucoup de mon métier aussi, si elle avait des chefs d'entreprise, des chefs de service susceptibles si je montais quelque chose comme ça, susceptibles d'y répondre favorablement. Voilà, bon, je pense qu'il faut, comme dans les stages que j'anime, il faut fixer une date. Bien sûr. Et puis après, à moyen terme, et puis après, communiquer dessus par LinkedIn, Facebook, enfin tous ces réseaux-là, tous les réseaux sociaux. Voilà. Ouais, super. Je vais faire ça. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Je vous y encourage et j'y crois beaucoup à votre projet. C'est gentil. Merci beaucoup. Franck, où peut-on vous retrouver, vous contacter pour les personnes qui ont été vraiment séduites par l'Equi-Coaching au travers de votre interview? Alors, il y a mon site web, donc c'est équitation- le tiret du 6, comme on dit, éthologique. Donc éthologique, c'est ETH, équitation-éthologique.fr. Ou sinon, vous tapez mon nom, Franck Petetin, dans Google, et il y a des choses qui sortiront, des vidéos, et puis mon site internet aussi. Voilà. D'accord. De toute façon, je mettrai tout dans les commentaires et puis sur les réseaux quand on diffusera cet épisode. Merci. Un dernier petit mot pour un petit conseil final pour vous adresser aux dirigeants qui nous écoutent? Je dirais que moi, je voudrais définir ce qu'est pour moi la définition du management. Donc pour moi, le management, c'est moi le chef, donc c'est moi qui décide de où on va, mais en tenant compte des préoccupations de mon cheval ou de mes collaborateurs
pour m'y amener, quoi. Et donc, en ce sens, le cheval, il va nous aider à être aussi doux que possible, mais aussi ferme que nécessaire, à responsabiliser, comme on a dit, à donner le goût de l'effort. Et puis, une très belle phrase aussi qui va nous permettre d'apprendre à transformer la frustration en fascination. Ça, c'est pas facile, mais c'est là que tout commence, en fait. Parce que pour moi, maintenant, avec du recul et l'expérience de manager que j'avais, mon expérience de cheval, maintenant, le management, j'en ferai un jeu. Je prendrai ça comme un jeu. Merci beaucoup, Franck. Je vous souhaite une excellente continuation dans merci. vos activités. Transformer la frustration en fascination, je trouve que c'est très beau. On va rester sur ce... Pas toujours facile. Non, mais c'est pas grave. On fait tout pour. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour votre activité et tenez-nous au courant quand vous organiserez votre séminaire dirigeant en équicoaching. Promis. Merci. Merci à vous. Merci, Franck. Vous venez d'écouter Leader en coulisses, l'espace où l'on révèle l'humain derrière le dirigeant. Si cet épisode a suscité en vous des pistes de réflexion, dites-moi tout et abonnez-vous. C'est ainsi que notre communauté de leaders grandit et rayonne. Un grand merci à notre partenaire, la Villa Sainte-Andrews, où nous avons eu le privilège d'enregistrer cet épisode, un lieu de convivialité, de luxe et d'évasion. Et si vous souhaitez donner un véritable coup de boost à votre leadership tout en étant accompagné sur la durée, découvrez mes programmes d'abonnement avec la Coach Me Academy pour dirigeants ou mes séminaires immersifs entre leaders à découvrir sur www.coach-me.com. On se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre inédite.